Allez, donc bonjour, je suis Gaël Duluc, je suis technicien de diffusion en régie finale. Donc pour vous situer ce que c'est la régie finale, en fait, moi je suis celui qui envoie la télévision, tout simplement. Je suis le dernier pas avant votre écran. Donc on me donne tous les médias, que ce soit des films, des épisodes, les sous-titres, les publicités et un conducteur antenne. Donc tout ça, ça part à la télévision. Donc je fais en sorte que tout ce qu'il y a sur le conducteur antenne soit diffusé comme c'est indiqué sur le programme télé. Donc jusqu'à présent, moi j'ai toujours voulu faire ce métier. Je l'ai fait parce que je voulais savoir comment on fait pour envoyer les dessins animés à la télévision. Donc je fais ce métier depuis 10 ans, je suis très content de le faire. Sauf que je ne sais toujours pas comment on fait pour envoyer les dessins animés à la télévision, en fait. Parce que je le fais techniquement, c'est le conducteur antenne qui me le dit, mais je ne sais pas comment font les dessins animés japonais pour arriver jusqu'à chez moi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sylvain Drier de venir m'expliquer ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Sylvain Dreyer. Je travaille pour différentes chaînes de télévision maintenant depuis plus de 20 ans, également des plateformes. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous expliquer effectivement les différentes étapes qui existent entre le moment en fait où un studio de production rend en l'occurrence un épisode de dessin animé et le moment où il arrive sur nos écrans ici en France, parce qu'il y a tout un cheminement qui se met en place et c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a intitulé donc cette conférence l'animation japonaise de la production à la diffusion. Pour commencer, on va resituer un petit peu les choses à travers un petit lexique. D'abord, on va réévoquer rapidement ce qu'est un comité de production. Et a priori, il y a eu déjà une conférence sur le sujet dans une édition précédente de Jonetsu. Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube, il n'y a pas de souci, elle est là-dessus. Voilà, mais donc simplement pour rappeler, aujourd'hui, c'est un comité de production. C'est la réunion de différents acteurs qui financent la production d'une série animée au Japon. Donc le plus souvent, une ou plusieurs chaînes de télévision, les plateformes, les éditeurs de manga, les maisons de disques, les fabricants de produits dérivés, bref, tout un conglomérat d'acteurs qui vont se mettre à travailler ensemble au sein de ce comité pour produire le plus souvent une adaptation animée, et donc qui vont être, on va dire, le plus souvent, on va considérer que ce sont les ayants droit. À l'autre bout de la chaîne, il y a donc les diffuseurs. Les diffuseurs, c'est l'entité qui propose au public les œuvres sur un territoire défini. Donc on pense bien sûr aux chaînes de télé, encore une fois, mais aussi aux plateformes et, dans une moindre mesure, aux éditeurs vidéo. Et donc, pour faire le lien entre les comités de production et les diffuseurs, le plus souvent, il va y avoir un acteur qui va s'insérer, qui va jouer les intermédiaires. C'est donc le distributeur. Et ce distributeur va permettre la négociation et la mise en place de contrats d'exploitation et de droits entre les comités de production et les diffuseurs, donc à travers la signature de mandats de distribution. Alors d'accord, dit comme ça, c'est peut-être un peu difficile à aborder, je vous le concède. Je vais faire une analogie, peut-être ce sera plus simple à comprendre. Quand, par exemple, vous recherchez un appartement, une maison à acheter ou à louer, vous allez peut-être faire appel à une agence immobilière. Eh bien, on va dire que c'est un petit peu le même fonctionnement ici. Vous avez d'un côté vous qui êtes en demande, donc là ça serait un petit peu l'équivalent du diffuseur, et à l'autre bout, vous avez des propriétaires qui vont louer ou vendre leur maison ou leur appartement. Et donc, l'intermédiaire dans tout ça, ça va être l'agence immobilière. Dans le domaine de l'audiovisuel et le domaine qui nous concerne aujourd'hui, le distributeur, ça va être un petit peu, il va jouer un peu ce rôle. Voilà, ça serait un petit peu l'équivalent de l'agence immobilière dans une transaction immobilière. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet,
Une dernière petite précision. Aujourd'hui, on ne va pas parler de cinéma, on va parler vraiment plutôt de diffusion d'œuvres audiovisuelles à travers services ou télévision, pour la simple et bonne raison que la distribution au cinéma, c'est un circuit assez à part, et surtout, ça a également été déjà abordé au préalable à travers une conférence, je crois que c'était Eurozoom, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui avait déjà explicité son travail de distributeur de cinéma d'animation. Donc voilà. Cette conférence de Eurozoom, malheureusement, ils nous ont refusé à ce qu'on la mette sur la chaîne YouTube. Donc voilà, elle a été ici à Jonetsu 4 en 2019 et plus possible de la voir. Voilà pour ce petit point d'introduction. Donc, comment ça se passe concrètement quand on est diffuseur? Donc, d'abord, il va y avoir au préalable, c'est le point de départ, la sélection des œuvres. Parce que, en fait, il faut bien comprendre que chaque diffuseur va se positionner et va travailler son offre éditoriale. Donc, c'est vraiment le travail de ce que l'on appelle souvent un service éditorial, l'édito. Enfin, ça peut avoir plusieurs appellations selon les sociétés. Mais du coup, les diffuseurs vont se positionner sur des programmes, donc en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, des dessins animés, selon leur notoriété et leur pertinence vis-à-vis de leur propre ligne éditoriale et du public qu'ils souhaitent toucher, ainsi que leur capacité à attirer les téléspectateurs. Concrètement, il faut bien comprendre que tous les diffuseurs ont une ligne éditoriale. Alors, ça peut varier et ça peut être plus ou moins explicite. Je vais prendre un exemple. La ligne éditoriale de CNews, elle est assez simple à comprendre. La ligne éditoriale de TF1 aussi. La ligne éditoriale de Netflix, peut-être un peu plus difficile à comprendre, mais elle existe. Donc, tout ça pour vous expliquer que voilà, cette ligne éditoriale, c'est ça qui va conduire au choix ou au non-choix de la diffusion de ces œuvres par ceux ou ces diffuseurs. On va prendre un exemple plus concret qui nous intéresse. C'est la ligne éditoriale de France 4. Donc France 4, chaîne de la TNT du service public. Il y a encore quelques années, France 4, la ligne éditoriale, le positionnement de la chaîne, c'était une chaîne dédiée aux jeunes adultes. Les jeunes adultes en télévision, grosso modo, c'est la tranche d'âge qui va de 15 à 34 ans. Donc, voilà, il y avait un certain nombre de programmes proposés qui essayaient de toucher ce public, et notamment une case, peut-être que vous vous en souvenez, qui était diffusée tous les vendredis soirs et qui s'appelait la case Réanimation. Cette case, donc, dans cette case étaient diffusées plusieurs séries d'animation, de l'animation japonaise, mais pas uniquement. Donc on se souvient, ils avaient diffusé l'Attaque des Titans, Monster, tout ce genre de choses. Oui, sur la TNT, ça paraît une période révolue, mais c'est arrivé. Voilà, et donc c'était le positionnement de France 4 pendant plusieurs années. Aussi, à travers cette case, France 4 avait lancé la production de séries originales. Et la première d'entre elles, c'était Last Man. Last Man, qui devait donc être proposée dans le cadre de cette case Réanimation. Sauf que, vous le savez, la production de l'animation, ça prend du temps, c'est long à faire. Et finalement, Last Man est prêt à diffuser qu'à la fin de l'année 2016. Sauf qu'entre-temps, France Télévisions a décidé de changer la ligne éditoriale de France 4, de repositionner sa chaîne pour aller sur une chaîne plus jeunesse. Conséquence, Last Man va être un petit peu sacrifié, bazardé en toute fin d'année 2016 en diffusant les épisodes en pack de 6. Voilà, c'est un peu triste parce que c'est une série qui mérite évidemment d'être bien plus mise en avant, mais c'était un petit peu une nécessité pour France 4 qui s'était donc engagé à diffuser cette série, mais qui ne pouvait plus la diffuser évidemment une fois transformée en chaîne jeunesse. Nos chères têtes blondes l'auraient peut-être mal pris. Donc voilà. Et donc France 4, à partir de début 2017, est devenue la chaîne que l'on connaît aujourd'hui, une chaîne plutôt dédiée aux 6-12 ans,
Et donc, voilà, beaucoup plus jeune dans son approche, avec beaucoup plus d'animation, mais beaucoup plus d'animation jeunesse et plus pratiquement d'animation japonaise. Non, peut-être même plus du tout. Je suis pas, voilà. Plus du tout, non. Donc voilà. On revient à nos diffuseurs. Donc, comment les diffuseurs vont travailler ? Les diffuseurs, ils vont faire comme n'importe quel amateur et n'importe quel fan d'animation. Dans un premier temps, ils vont regarder ce qui se passe dans l'actualité du secteur, à travers la presse, à travers les sites spécialisés. Il y a également tous les événements professionnels qui existent, des choses comme le MIPCOM à Cannes, par exemple, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais bien sûr, et aussi les festivals, le plus important d'entre eux étant bien sûr Annecy, qui arrive bientôt. Et donc, c'est à travers tout ça que ce travail éditorial va s'effectuer, et c'est un travail qui est fait en continu, en fonction des nouveautés qui arrivent et qui sortent au Japon. Il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'est un service à part qui travaille sur ces questions-là à l'année. Et à l'inverse, les distributeurs, eux, sont également force de proposition. Il faut bien comprendre que donc ils vont proposer un catalogue de programmes aux diffuseurs, voilà, qu'ils ont signés, sur lesquels ils ont des mandats de distribution. Leur objectif, c'est évidemment de vendre ces programmes au plus grand nombre, au plus de diffuseurs possible. Donc à la fois, dans l'idéal, une chaîne de télé, mais aussi une plateforme, etc., etc. Et donc, évidemment, a fortiori, quand un distributeur rentre dans son catalogue une nouveauté ou plusieurs nouveautés, son objectif, ça va être de réussir à la vendre. Donc, très régulièrement, les distributeurs vont aller faire du porte-à-porte, on va dire ça comme ça, auprès des diffuseurs en leur disant « je viens de rentrer telle nouvelle série, est-ce que ça pourrait t'intéresser pour ta chaîne, pour ta plateforme, etc. etc. » Et donc, voilà, c'est comme ça que ces échanges se mettent en place. Donc, faut bien, oui, peut-être, c'est peut-être pas suffisamment clair, mais quand un diffuseur a repéré un programme qu'il souhaite vraiment absolument proposer, il va se mettre en quête de savoir quel est le distributeur avec lequel il va pouvoir travailler pour en obtenir les droits. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est vraiment un échange qui se fait dans les deux sens, du diffuseur vers le distributeur, mais aussi du distributeur vers le diffuseur. Une fois que ce travail préalable est effectué, on va donc rentrer dans une phase d'échange, de négociation entre les diffuseurs et les distributeurs. Pour resituer, les distributeurs sont souvent des sociétés indépendantes, dont c'est l'activité principale, mais qui sont aussi souvent rattachés à de très grands groupes audiovisuels. C'est des entités à part, mais quand même qui s'insèrent dans une logique économique globale. On a également de rares cas où la distribution est assurée directement par le producteur. Les cas les plus connus pour l'animation japonaise, ça va être Toei Animation, qui distribue ses propres programmes, mais aussi TMS a aussi une activité de distribution de leurs propres séries animées. Mais voilà, ça reste quand même des cas assez rares, et ce n'est pas la majorité du secteur qui fonctionne comme ça. Donc, des discussions s'engagent entre les diffuseurs et les distributeurs, et ces discussions vont durer plus ou moins longtemps. Alors, quand je dis plus ou moins longtemps, et j'insiste là-dessus, c'est que c'est quand même souvent, au bas mot, plusieurs mois de discussion. C'est pas au bout d'une semaine, c'est réglé. Non, souvent, c'est plusieurs mois. Dans les cas les plus complexes, ça se compte même en années de négociation. Alors, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, le distributeur est un intermédiaire. Donc, en gros, le diffuseur va demander un certain nombre de choses. On va y venir ensuite. Le distributeur prend note des doléances du diffuseur et doit faire remonter ces demandes au Japon. Et le Japon doit les analyser, faire un retour au distributeur qui lui-même va les transmettre au diffuseur. Et c'est des allers-retours comme ça, incessants, sauf que ces allers-retours ne sont pas toujours très continus. Souvent, ça peut être, vous faites une demande et puis vous attendez 2 mois avant d'avoir un retour du Japon pour savoir ce qu'ils pensent de votre proposition. Donc, pendant ce temps-là, le temps tourne. Et donc, quand, par exemple, vous êtes un peu vénère et que sur Twitter, vous interpellez telle plateforme ou telle chaîne en disant « Mais pourquoi vous ne proposez pas telle série ?» ou « Pourquoi vous n'avez pas sorti tel épisode ?»
croyez bien que ce n'est pas parce qu'ils n'y ont pas pensé ou qu'ils ne sont pas en train de travailler dessus, c'est juste que parce que ces négociations n'ont pas encore abouti et qu'ils ne peuvent pas officiellement communiquer dessus. On va venir sur l'aspect communication ensuite, mais voilà. Et donc souvent, c'est pour ça que vous pouvez, voilà, sur un tweet rageux, faire « Ah, mais putain, mais ça fait chier, je voudrais trop voir ça ». Vous ne pouvez pas le voir et souvent, vous n'aurez pas de réponse parce que les négociations sont en cours et apporter une réponse officielle pourrait même entraver la bonne tenue de ces négociations. Donc, si même un diffuseur vient dire « Ah oui, on est dessus », déjà, ça lève un petit peu le coin du voile auprès de la concurrence potentielle. Et surtout, voilà, ça pourrait peut-être pas plaire forcément aux ayants droit. Donc, dans le détail, qu'est-ce qui va être discuté ? Eh bien, ça va être les modalités d'exploitation. Donc, dans tout ça, c'est un certain nombre de choses, notamment le type et la durée des droits souscrits. Alors, donc, voilà, le plus souvent, ça va être en chaîne télé, donc la diffusion télé, ou bien une plateforme VOD, mais ça peut être tout ça à la fois aussi, ça dépend à quelle entité vous vous adressez. L'univers concerné. Alors, je ne vais pas venir ici dans le détail, mais pour vous expliquer rapidement, on considère qu'il y a différents types d'univers de droits qui se côtoient. Par exemple, rien qu'en télévision, vous allez avoir différents types d'univers. Vous allez avoir l'univers de la télévision gratuite, donc les chaînes de la TNT, qui va côtoyer l'univers de la télévision payante, les chaînes à abonnement. Ce qui peut expliquer pourquoi vous allez trouver parfois une même série qui va être diffusée à la fois sur une chaîne thématique et sur une grande chaîne généraliste. C'est parce que les droits auront été vendus 2 fois, mais d'un point de vue distribution, on va considérer que ce ne sont pas les mêmes univers et qu'on peut se permettre de vendre les droits 2 fois. Et bien sûr, la zone géographique, souvent un distributeur va quand même travailler sur une zone géographique définie. Ce n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement, vous allez avoir les distributeurs qui vont travailler sur l'Europe ou l'Europe francophone. Ce n'est pas eux qui vont aller vendre les droits en Amérique du Sud ou en Russie, quoi. La plupart du temps, vous avez même des distributeurs un petit peu qui se partagent un petit peu ce travail. Ensuite, on va parler de fenêtres de diffusion. Les fenêtres de diffusion, ça va être sous combien de fois vous pouvez diffuser le programme sur une période donnée, assorti ou dans une exclusivité. L'exclusivité aussi, ça aussi, ça se négocie. Donc, on sait par exemple qu'un acteur comme Netflix est très friand d'avoir l'exclusivité de ses programmes et d'être la seule et unique plateforme à proposer certaines séries. Ça se négocie, hein, ça se monnaie, comme tout. Les caractéristiques, donc le nombre de diffusions. Les versions, on va y revenir après, mais c'est important aussi, quelles sont les versions audio disponibles ? Est-ce que c'est que de la VO sous-titrée ? Est-ce qu'il y existe une VF ? Sinon, est-ce qu'il est envisageable de produire une VF ? Ça va être ce genre de questions. Dans le cas des chaînes de télévision, est-ce que le programme pourrait être proposé sur des services de replay ou pas ? Et ensuite, vous allez avoir tout un tas de contraintes spécifiques du type... les chaînes de télé, par exemple, sont très friandes de pouvoir accélérer les génériques, mais ça va se négocier. Ou bien de pouvoir insérer de la publicité. Ça aussi, ça va être, en tous les cas, ça va être demandé de pouvoir le faire. Donc, vous voyez, c'est un nombre global de caractéristiques, et chaque élément, en fait, est négocié, on va dire, au cours de l'échange. Donc, vous comprenez pourquoi ça prend du temps, parce que même si sur 90%, je veux dire, tout le monde est d'accord, mais tant que vous avez sur un point ou deux que ça bloque ou que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde, immédiatement, ça va un petit peu gripper la machine, et du coup, c'est là où les choses peuvent peut-être un petit peu patiner, et on peut perdre du temps dans la négociation des droits. Et bien sûr, à travers ces négociations, il y aura également le prix d'achat. Bon, là, je ne vais pas y revenir dessus, c'est de la négo. Le prix d'achat, ça va là aussi dépendre de ce qui est demandé, quel type de diffusion, combien de temps, combien de durée de droit, combien de passages sont autorisés. Tout ça, c'est de la négo.
Et donc aujourd'hui, enfin c'est assez, on va dire, c'est assez récent, on se rend compte qu'il existe une concurrence entre les diffuseurs. Et bien c'est celui qui fera la meilleure offre qui va obtenir les droits. Donc, tout ça, c'est un petit peu, c'est un peu le jeu. Hein, c'est que chacun se positionne, chacun fait une offre, et puis le distributeur, avec les ayants droit, vont analyser ces différentes propositions et sélectionner celle qu'ils jugent la plus pertinente. Alors, jusqu'à présent, on avait quand même une sorte de droit de suite qui existait, c'est-à-dire que si un diffuseur avait proposé, par exemple, une saison 1 d'une série, eh bien, on considérait que s'il y avait une saison 2, 3, 4 ensuite, c'était ce diffuseur qui gardait la primeur, et s'il souhaitait continuer l'exploiter les droits de cette série, eh bien, il est conservé. Ça, a priori, c'est en train de disparaître. On l'a vu très récemment au début de l'année, avec l'exemple de Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, la saison 1 était proposée sur Crunchyroll. Et un peu par surprise, c'est Disney+ qui a récupéré les droits de la saison 2. Alors du coup, on n'a pas le détail des négociations, évidemment, tout ça est très secret, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le public qui en pâtit, et c'est potentiellement la popularité de la licence aussi. On est quand même dans une situation où vous voulez vous mettre à Tokyo Revengers, il faut que vous ayez 2 abonnements. Si vous étiez abonné à Crunchyroll, vous voulez avoir la suite, il faut que vous ayez prendre un abonnement à Disney+. Et c'est peut-être même pire pour les abonnés Disney+, qui n'ont pas d'abonnement à Crunchyroll, puisque eux, ils découvrent directement une saison 2 sans avoir le début de l'histoire. C'est quand même assez baroque comme façon de fonctionner. Donc voilà, mais ça semble effectivement, cette concurrence impitoyable entre plateformes, entre diffuseurs, fait qu'on arrive de plus en plus à ce genre de situation. À voir effectivement dans le futur si ça devient vraiment une norme. Là, voilà, c'est trop récent encore. On n'a pas assez de recul pour savoir si ça va maintenant se passer comme ça. Bon, hein, on va pas se mentir. On se doute bien que derrière, c'est des histoires de gros sous, et que Disney+, ça fait une proposition bien meilleure que celle de Crunchyroll pour rafler la mise. Mais c'est un peu dommage aussi que les ayants droit japonais ne voient les choses que par le prisme économique, parce qu'effectivement, ça peut, comme je le disais, entacher la popularité d'une série et sa renommée à l'international. Donc, une fois que ces négociations, on va dire que tout le monde s'est mis d'accord, on va parler à des questions plus précises, c'est-à-dire la question des versions et du matériel. Donc, d'abord, je l'évoquais plus tôt, est-ce qu'on a que de la VO-ST? Est-ce qu'on a une VF? Alors, il faut bien comprendre qu'en France, on est très attaché à la VF. Je sais, le public sur les réseaux en particulier réclame souvent plutôt de la VOST, mais dans les faits, en fait, en particulier en télévision, ça ne se vérifie pas en termes de résultats d'audience. Pour vous donner un ordre d'idée, quand on passe un programme en VOST à la télévision, on perd 70 à 80% du public. C'est considérable. Donc, c'est pour ça que souvent, ça va être vraiment un sujet important, en particulier pour les chaînes de télé, de savoir s'ils ont accès ou non à une VF, ou si on peut envisager la production d'une VF. Si effectivement une VF est lancée, là, spécifiquement en prévision d'une diffusion, le financement aussi, ça va être un autre sujet. On ne l'abordera pas ici dans le détail, mais effectivement, qui va financer quoi, dans quelle mesure, ça va être un autre sujet. Mais vous comprenez aussi pourquoi aujourd'hui les plateformes aussi se positionnent de plus en plus et créent leur propre VF, parce qu'effectivement, s'ils veulent toucher un large public en France, c'est un passage obligé. Si vous restez que sur de la VOST, vous allez vous contraindre en termes de public, et vous allez vous couper d'une partie du public qui sera assez allergique à la VOST, et qui du coup n'ira pas visionner les programmes que vous proposez. Donc l'idéal, ça serait évidemment la généralisation de la VM, la version multilingue.
Vous le savez, pour faire simple, c'est que vous avez différents canaux audio disponibles et vous choisissez celui que vous préférez. Si vous êtes amateur de VOST, vous avez accès à la VOST. Si vous ne voulez pas lire les sous-titres, vous basculez sur la VF. Aujourd'hui, de plus en plus, les diffuseurs travaillent dans cette perspective et fabriquent les épisodes pour à la fois VO et VF. Mais en fait, dans les faits, on sent que c'est encore un usage qui est assez timide. Il y a encore assez peu de diffuseurs qui le proposent correctement. Ça arrive de plus en plus, mais voilà. Et surtout, le public ne s'empare pas vraiment de cette possibilité qui lui est donnée de choisir son canal audio. Voilà, il y a encore très peu de gens qui vont naviguer dans leur menu de leur télévision pour choisir leur canal audio. Ça arrive, mais c'est encore minoritaire. Également, donc, on parlait là, on va parler donc de ce qui s'appelle le matériel. Donc, une fois que vous avez négocié vos droits, il va falloir récupérer concrètement les épisodes. Alors, de plus en plus, ces livraisons se font de manière dématérialisée, donc ça va être des fichiers. Pour les programmes les plus anciens, ça peut être encore des cassettes, ça arrive. Et là, du coup, ce qui va être important, en particulier pour les titres les plus anciens, ça va être de pouvoir être en capacité de proposer une version plus propre que ce qui existait précédemment. Donc, voilà, vous avez eu une série qui était ancienne, un petit peu crade. Vous allez peut-être avoir envie de la redécouvrir dans une HD propre, nettoyée, beaucoup plus visuellement attractive. Donc ça va être déterminant effectivement pour un diffuseur pour se positionner sur un titre si effectivement il peut accéder à une version HD. De plus en plus au Japon, effectivement, ils repartent des masters voilà, pour les séries les plus anciennes, souvent depuis la pellicule, pour refaire un travail vraiment de remasterisation très propre. Voilà, je pense notamment au travail que Toei a fait sur les films Dragon Ball ou ce genre de choses. Il y a une vraie volonté, on va dire, de proposer quelque chose de plus propre. Et donc ça, souvent, c'est effectivement très attractif, surtout quand on est fan d'animation. Mais le revers de la médaille là-dessus, c'est que ça induit évidemment des coûts supplémentaires. Chaque épisode, ça va être là aussi encore une fois une négociation, mais pour vous expliquer sommairement la chose, c'est que on va considérer un prix forfaitaire pour la livraison d'un épisode. Voilà, ça peut aller de quelques centaines à quelques milliers d'euros. Alors bon, vous allez me dire, si vous avez 12 épisodes, ok, ça reste supportable, oui. Quand vous allez rentrer dans des séries beaucoup plus longues, voire très longues, où vous allez compter ça en centaines, voire en plusieurs centaines d'épisodes disponibles, évidemment, ça devient un sujet prédominant et un diffuseur ne va pas pouvoir payer plusieurs centaines de milliers d'euros juste pour des questions de matériel. Je parle bien juste du matériel, c'est qu'après, il y aura aussi il aura à s'acquitter des droits de diffusion. Donc là, ça va devenir vraiment très très cher et donc c'est pas forcément possible pour le diffuseur de soutenir ses coûts. Voilà pour ce qui est matériel et version. Une fois que tout ça est établi et clair, c'est vraiment seulement à ce moment-là que les diffuseurs vont pouvoir commencer à communiquer sur leur capacité à proposer une licence sur leur service. Un élément important d'ailleurs, c'est que du coup, voilà, que ce soit les plateformes, que ce soit les chaînes, la communication, l'annonce de l'acquisition d'un titre va être opérée directement par le diffuseur. Au cinéma, c'est le distributeur qui va assurer tout l'aspect communication et marketing. Là, donc, le diffuseur fait ses annonces. Évidemment, ça va dépendre de la popularité du titre, s'il est très attendu ou pas, s'il est inédit. Donc là, le plus souvent, ça va être par voie de presse, communiqué de presse ou les réseaux sociaux. Mais effectivement, quand toutes les étapes que l'on a évoquées juste auparavant mettent du temps à se mettre en place, c'est pour ça que c'est impossible de communiquer plus tôt. Donc c'est pour ça que parfois vous avez des situations un petit peu incongrues avec un diffuseur qui va vous annoncer tiens, on a telle nouveauté qui arrive dès demain. Et vous vous dites, c'est un peu court, on aurait voulu pouvoir avoir l'annonce un peu plus tôt.
Et en fait, c'est souvent qu'il y a eu un petit peu de retard dans toute la négociation au préalable, et c'est ça qui a empêché de pouvoir communiquer plus tôt. Également, le diffuseur va voir pour éventuellement fabriquer des éléments promotionnels pour mettre en avant cette œuvre. Donc, on pense à des teasers, à des bandes annonces, ça peut être aussi des images fixes. Il y a tout un ensemble d'éléments. Alors, il faut bien comprendre que là-dessus, il y a des contraintes de plus en plus importantes dès lors que vous voulez exploiter des visuels issus d'une licence. Je pense à la position de copyright ou le choix des extraits qui est très surveillé. Et tout ça doit être le plus souvent, maintenant quasiment exclusivement, validé par le comité de production. Donc là aussi, c'est du temps d'échange. Vous fabriquez vos éléments ici en France, vous les envoyez au Japon et vous attendez que le Japon se décide à vous répondre. Là aussi, ça peut être parfois rapide, ça peut être en quelques jours, parfois ça peut être très long, voire parfois le Japon ne vous répond jamais. Donc vous avez fabriqué des choses que vous ne pouvez pas exploiter, que vous ne pouvez pas utiliser parce que le Japon ne vous a pas donné explicitement l'autorisation de les utiliser. Donc c'est pour ça que les détails vont être cruciaux. Je veux dire, il faut bien comprendre que, par exemple, les comités de production accordent une importance très essentielle à la formulation du copyright. On va être honnête, en tant que public, le copyright, c'est le truc que personne ne lit jamais. Mais pour les ayants droit, c'est essentiel. Et pour un copyright mal écrit, ou un espace de trop, ou un slash qui manque, ou un point qui manque, votre proposition est retoquée et vous devez recommencer le cycle à zéro juste pour ajouter un espace. C'est des choses que j'ai vécues et je vais vous dire que vous le vivez assez mal quand ça fait 3 semaines que vous attendez, qu'on vous dit « Ah non, désolé, il faut rajouter un espace. Renvoyez-le nous et on vous redonnera dans 3 semaines si ça vous va. » Voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Et enfin, donc, pour mettre en avant ces programmes, évidemment, les diffuseurs vont essayer de mettre en place parfois des événements spécifiques comme des avant-premières ou pousser les titres dans les conventions. On a un bel exemple de loupé, si on peut dire, en termes de communication très récent, c'est... Vous vous en souvenez peut-être, l'épisode spécial de l'Attaque des Titans qui a été proposé tout début mars. Donc, Crunchyroll avait par exemple communiqué très en amont sur la sortie de cet épisode spécial pour le 3 mars sur son service. Le problème, c'est que le 3 mars, le temps a passé et l'épisode n'arrivait toujours pas. Alors, il faut bien comprendre que le plus souvent, les services à l'international ne peuvent exploiter et mettre en ligne les épisodes que lorsque la première diffusion au Japon a été effectuée. Vous le savez certainement, beaucoup d'animés au Japon sont diffusés la nuit. Donc, c'est ce qui fait qu'avec le décalage horaire, ça fait, en France, souvent, en fin d'après-midi, début de soirée, que vous allez pouvoir accéder aux épisodes. Sauf que là, pour l'Attaque des Titans, malgré la diffusion au Japon, ce n'est pas ce qui s'est passé. La soirée du 3 mars s'est déroulée et l'épisode n'a toujours pas été mis en ligne, il n'était toujours pas accessible. Dans les faits, l'épisode a été mis en ligne un peu après minuit, donc techniquement le 4 mars, mais tout ça faisant, c'est certainement un problème de communication, puisque, vous le savez aussi, vous l'avez peut-être déjà vu passer, au Japon, on parle souvent d'une diffusion à 25h ou 26h. On vous dit, l'épisode est diffusé le vendredi à 26h. Dans les faits, c'est en fait 2h du matin. Et donc, on est déjà le 4, mais le Japon va quand même considérer qu'on est toujours le 3. Et donc, c'est clairement un problème de communication qui a fait que ces annonces ont été faites pour le 3, alors qu'il aurait été peut-être plus pertinent d'annoncer une diffusion pour le 4 mars.
Et en parallèle, du coup, finalement, Crunchyroll s'en prenait un peu plein la tête. Les fans étaient vraiment en attente de voir cet épisode spécial. Et la chaîne télé Manga a, elle, fait son annonce en disant qu'ils allaient proposer l'épisode le lundi qui suivait, donc 3 jours plus tard. Mais finalement, c'est eux qui ont eu la primeur de la communication en disant bah voilà, nous, dès 23h le vendredi, ils ont pu annoncer qu'ils seraient en capacité de proposer cet épisode, alors que tout le monde attendait toujours des nouvelles de Crunchyroll à ce moment-là. Donc c'était aussi assez malin de rebondir là-dessus. Et au moment où tout le monde voulait savoir quand est-ce que l'épisode allait sortir, c'était voilà. Donc quand on parlait de concurrence, bah, ça se joue aussi à ce niveau-là. Une fois que tout ça est traité, on va parler de la programmation. Alors, ça ne va pas être l'essentiel de nos propos aujourd'hui, mais c'est important à évoquer. Évidemment, les enjeux diffèrent en fonction du type de diffusion. Si vous êtes une plateforme VOD ou si vous êtes une chaîne de télévision, vous n'allez pas avoir les mêmes contraintes. En non linéaire, concrètement, le plus important, ça va être de mettre en avant le programme sur votre plateforme. Donc, vous rentrez sur Netflix, vous allez avoir votre page d'accueil, et évidemment, Netflix va pousser en priorité ses nouveautés et ses productions originales. On ne va pas se mentir, leur algorithme vous redirige quand même très souvent, le plus souvent, vers voilà, vous avez aimé ça, vous pourriez peut-être aimer notre production ou notre toute dernière série pour laquelle on a investi beaucoup dessus. Mais au-delà de ça, voilà, ça va être un packaging un peu complet. Voilà, à partir du moment où la série est bien mise en avant, si elle attire votre attention, vous allez peut-être aller sur la fiche de la série, lire un petit peu le synopsis ou voir un peu les détails, voir le casting. Ça va être toutes ces questions-là que vous allez analyser. En télévision, évidemment, les enjeux sont différents, puisque ce qui va être important, ça va être de proposer le bon programme au bon horaire. Donc là, on va travailler l'enchaînement des programmes, comment on va, voilà, les différentes émissions, les différentes séries, les différents films vont pouvoir s'enchaîner sur une journée. En tous les cas, avec l'objectif évidemment d'aller chercher le maximum d'audience. Et évidemment, il va y avoir une question de positionnement face à la concurrence. Que fait votre concurrent alors vous avez signé un titre inédit sur lequel vous misez beaucoup. Si vous le proposez, je ne sais pas, moi, tous les dimanches soirs, que fait votre concurrent tous les dimanches soirs? Est-ce que c'est pertinent? Ça va être une analyse de la concurrence. Et enfin, vous allez avoir, en termes de télévision, évidemment, l'exploitation de ce que l'on appelle le stock. Le stock, en fait, ça va être les listes de programmes que vous avez à votre disposition. Et vous allez donc le plus souvent alterner des programmes qui vont être des rediffusions avec ces épisodes inédits, ces épisodes frais. L'objectif dans tout ça étant que vous devrez maîtriser votre grille et ce que l'on appelle le coût de grille, c'est en gros combien va vous coûter une semaine de diffusion. Et ça, voilà, c'est vraiment des arguments financiers très importants qui rentrent en ligne de compte lorsque vous travaillez votre programmation. Enfin, dernier élément important à intégrer, ce sont les contraintes de diffusion. Là aussi, ça varie en fonction de la typologie des diffuseurs. Aujourd'hui, ces contraintes de diffusion pèsent davantage sur les chaînes télé que sur les plateformes. Vous avez notamment tout ce que l'on appelle les quotas d'œuvres audiovisuelles. Vous avez déjà entendu forcément parler des quotas, peut-être. Vous avez aussi la chronologie des médias. Ça se concerne surtout la diffusion de films. Et tout ce qui va être signalétique, Arcom, c'est ça, enfin, appelez ça comme vous voulez, ça a changé de nom récemment. Donc la signalétique, c'est évidemment pouvoir indiquer au public si le programme va être destiné à toute la famille ou au contraire à déconseiller à certains âges, voilà, en dessous de 10 ans, 12 ans, 16 ans, 18 ans. Donc, vous voyez, là, ce petit tableau-là, pour vous donner une idée, c'est le document qui est mis à disposition par l'autorité pour les diffuseurs. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de contraintes qui rentrent en ligne de compte et que dès lors que vous allez proposer un programme moins de 10
et surtout moins de 12 ou moins de 16, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez. Et donc, c'est sûr que quand vous avez des choses, des œuvres matures ou assez violentes, et vous estimez que vous ne pouvez pas les diffuser sans les considérer moins de 12 ou moins de 16, vous allez être contraint d'attendre un certain horaire de diffusion. Et du coup, ça peut être aussi souvent mal compris par le public de dire mais vous avez une super série, mais vous la passez super tard, je ne comprends pas pourquoi. C'est souvent à cause de ces contraintes-là qui rentrent en ligne de compte. Sachant que, en plus, ça peut avoir une incidence aussi sur la disponibilité en replay. C'est qu'aujourd'hui, vous avez certains programmes, je crois c'est les programmes moins de 16, ne peuvent pas être accessibles en replay toute une partie de la journée. Donc, le replay gratuit uniquement. Le replay gratuit, bien sûr. Donc voilà, c'était par exemple l'exemple de Last Man à l'époque où effectivement vous vouliez suivre la série. En fait, selon si l'épisode était siglé moins de 10, moins de 12 ou moins de 16, vous alliez sur le replay de France Télévisions à l'époque, vous ne pouviez pas voir toute la série d'une traite à 15h l'après-midi. Vous alliez avoir accès qu'à certains épisodes, donc pas idéal pour poursuivre une intrigue. Donc c'était disponible uniquement de 22h30 à 6h du matin. À partir de 6h du matin, plus rien du tout. Donc c'est ce qui se passait pour Last Man. Et par exemple, sur la chaîne J1, sur laquelle j'ai travaillé en 2018, il y avait un film de The Ancient Manus Bra... Non, qu'est-ce que je dis un film sur The Black Butler. Black Butler, The Book of the Black Butler. C'est le labyrinthe, c'est un film, je pense que c'est le film qui a entre la saison 2 et la saison 3. J1 l'a diffusé à 21h pile, alors que ce film était déconseillé au moins de 12 ans, mais pour pouvoir le diffuser à 21h pile, ils l'ont découpé, ils ont charcuté le film, ils ont enlevé tous les éléments trop violents qui faisaient qu'il passait en moins de 12, donc ils l'ont considéré en moins de 10, en enlevant tous ces trucs-là, et donc pas de décapitation, pas de sang qui gicle, il y avait quand même du sang par terre, mais voilà, ça c'était du coup déconseillé en moins de 10 ans, et donc ils l'ont charcuté comme ça, et ils ont pu le diffuser du coup à 21h sur J1, un dimanche. Donc voilà, les versions censurées, ça se perd un peu, et on va dire heureusement, mais effectivement, on se souvient pour les plus anciens, les épisodes censurés au Club Dorothée, hein, c'est quelque chose qui a existé. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a un véritable déséquilibre réglementaire qui existe entre les chaînes et les plateformes, puisque évidemment, dès lors que vous avez un abonnement à Netflix, à ce que vous voulez, vous pouvez voir l'Attaque des Titans à toute heure de la journée sans aucun problème. Vous êtes une chaîne de télé, vous n'allez pas pouvoir passer l'Attaque des Titans à l'heure du goûter, ça ne va pas marcher, quoi. Là, pour l'instant, le Cinématique Arcom n'a pas été modifié depuis 2014. Il n'y a pas eu de modification de ces horaires-là de diffusion depuis 2014. Néanmoins, et pour terminer sur ce sujet, alors vous avez des chaînes qui ont essayé de tricher un petit peu. Vous avez, j'ai un exemple assez parlant à ce niveau-là, c'est que vous avez des chaînes comme Paris Première ou MCM, il y a quelques années, qui ont proposé des animés hentai, alors tard le soir, mais c'était du hentai quand même. Et du coup, pour vous expliquer, la cinétique moins de 18 est interdite pour la majorité des chaînes, à part les chaînes à caractère pornographique. Et donc, considérant que c'était de l'animation, ils se sont dit « Oh, on va le passer moins de 16, ça devrait le faire ». Autant vous dire que ça n'a pas plu du tout au CSA, ils l'ont bien vu le CSA, et ils se sont fait bien taper sur les doigts, parce que non, du hentai au moins de 16, ça ne passe pas. Voilà. Pour conclure notre petite conférence, un petit sujet quand même, c'est que parfois, dans tout ça, il n'existe pas de distributeur. Il peut arriver que les diffuseurs échangent directement avec les comités de production. Et donc, dans ce genre de cas, le problème principal, c'est que ces comités de production n'ont ni le temps ni les compétences pour mener à bien ces négociations. Donc, souvent, ça peut amener des difficultés supplémentaires.
C'est aussi pour ça que parfois, voilà, vous avez sur certains simulcasts des annonces très tardives qui peuvent intervenir parce que c'est un simulcast, vous n'avez pas forcément un distributeur qui s'est encore positionné sur cette œuvre-là, et donc la négociation va se faire en direct, et ça peut générer d'autres types de complications. Cependant, c'est aussi quand même facilité parce que dans les comités de production, vous allez souvent, à mesure du temps, retrouver quand même les mêmes acteurs. Ça va être les mêmes chaînes, ça va être les mêmes plateformes, ça va être les mêmes maisons de disques. Donc, souvent, quand un de ces acteurs a déjà travaillé avec un diffuseur, on va dire qu'il y a un lien de confiance qui va s'être créé au préalable, et du coup, ça va faciliter la négociation par la suite pour de nouvelles œuvres ou de nouveaux droits d'exploitation. Et à l'opposé, on a aussi le cas des œuvres très anciennes. Donc les œuvres très anciennes, c'est les œuvres qui n'ont plus forcément d'intérêt à être diffusées, en tous les cas qui ne trouvent pas forcément facilement de diffuseurs sur un territoire donné. Donc dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'un distributeur qui avait les droits sur une œuvre donnée sur un certain laps de temps, à un moment, il va devoir la renouveler s'il veut continuer à pouvoir la distribuer. Mais bon, forcément, le distributeur, lui aussi, il a un droit d'entrée à payer. Et à un moment, il va analyser si c'est pertinent pour lui ou pas de continuer à distribuer ce programme sur son territoire. Donc, s'il estime qu'il n'a plus de clients qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce programme, il ne va pas renouveler ce mandat de distribution. Et du coup, si aucun autre distributeur ne saisit la balle au bond et dit « Ah un tel a lâché la distribution, moi je le récupère », il arrive qu'effectivement, ces programmes ne soient plus simplement, n'aient plus de distributeurs existants sur votre territoire. Donc, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Et a fortiori, on a également les rares cas où les ayants droit au Japon ne sont plus identifiés. On parle d'œuvres très anciennes, mais ça peut arriver parce qu'à l'époque, ça a été produit par un comité, par une société qui aujourd'hui n'existe plus, ou a été racheté, ou a été absorbé par un autre groupe, et les droits se sont perdus. Et voilà, vu arriver de France, il y a un vrai travail presque d'archéologie qui est fait pour essayer de retrouver la trace des droits et trouver qui en est détenteur aujourd'hui. Mais c'est rare, mais ça arrive. Eh bien, après des semaines, des mois de recherche, vous arrivez à la conclusion que vous ne savez pas qui a les droits, et donc vous n'êtes pas en capacité, même si le programme vous intéresserait et vous souhaiteriez le reproposer, vous n'en avez pas la capacité parce que les ayants droit ne sont plus identifiés au Japon. Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive au terme de cette conférence. J'espère que j'aurai été clair et que ça vous aura intéressé. Et du coup, s'il y a quelques questions éventuelles, je ne sais pas. Bonjour. C'était très intéressant comme conférence. On a appris beaucoup de choses. Je me demandais d'abord par rapport à, on va dire, les chaînes de télé. Est-ce qu'il y a encore un public qui va voir les chaînes de télé spécialisées en manga? Parce que je pense à la chaîne Manga et G1, quand on regarde ce qu'ils proposent, moi personnellement, j'ai jamais envie de regarder, parce qu'avec une ou deux exceptions près, c'est toujours un peu le même nombre restreint, on va dire, de séries qui diffusent, un peu à toutes les heures, et c'est pas forcément les séries qui font le buzz. Donc un peu, quel est le public de ces chaînes finalement? Alors, oui, il y a toujours un public sur ces chaînes-là. Alors, le plus souvent déjà, ça va être plutôt un public plus jeune. Donc, ça va être, on va dire, ce qu'on appelle les 4-14 ans. Disons que... en tous les cas, vous voyez, en fait, pour les parents ou les grands-parents, ça va être aussi l'assurance de pouvoir mettre leurs enfants ou leurs petits-enfants devant la télé et de ne pas avoir à s'inquiéter de ce qui va être proposé. Alors, se disant que ce travail éditorial, ils ne vont pas tomber sur des trucs bizarres ou trash si on les mettait sur YouTube. Là, au moins, cette sélection, elle est faite. Et ensuite, il y a un critère économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que tout le monde est abonné à Netflix ou tout le monde est abonné à Crunchyroll. Ce n'est pas vrai. Ça reste des coûts supplémentaires. Pour un certain nombre de personnes, ils n'ont simplement pas les moyens en fait, de financer ces quelques euros par mois pour avoir accès à ces services.
Par contre, ces chaînes-là, qui sont souvent proposées dans des packages ou même dans les bouquets de base en télévision, eh bien, vont trouver leur public à travers ça. C'est, par exemple, je le sais, je travaillais il y a quelques temps pour Manga, un animé comme Demon Slayer, par exemple, a trouvé son public sur Manga, quand bien même il a été proposé que plusieurs mois, plusieurs années après le simulcast, mais il a été justement trouvé un nouveau public, un autre public, qui n'était pas celui qui était sur Wakanim au départ. Et en plus, du coup, comme il y a eu un laps de temps assez important, la série a pu être tout de suite diffusée en VF. Donc, du coup, ça a aussi touché un autre type de public, ce que l'on disait dans la conférence. Bonjour, alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence, c'était très intéressant. J'aurais une petite question. Vous avez beaucoup parlé des plateformes type Netflix, Disney, tout ça. Ma question, c'est sur le modèle de diffusion de ces plateformes, justement. Très souvent, on a donc le tout qui est diffusé d'une seule traite pour le binge-watching, tout ça, pour regarder en une seule traite. Et alors, c'est peut-être qu'une impression personnelle, mais personnellement, j'ai un peu l'impression, en regardant dans les réseaux et tout, que ce modèle-là participe peut-être pas un oubli des licences, mais à ne pas faire perdurer la visibilité de la licence dans le temps. Et je voulais savoir, est-ce que du côté des distributeurs japonais, est-ce qu'il y a des contraintes, des choses comme ça liées à ça, ou est-ce que c'est exclusivement la décision des plateformes de diffuser tout d'un seul coup, ou alors de diffuser semaine par semaine, comme ça se fait au Japon? Voilà. Alors, je ne suis pas ultra calé, je ne vais pas pouvoir répondre dans le détail à cette question, mais de ce que j'en sais, ça va là aussi dépendre des contrats qui vont être signés. Ça va vraiment, voilà, chaque plateforme, comme je le disais, chaque diffuseur va faire ses demandes, va émettre ses souhaits auprès du distributeur ou des ayants droit, et ça va être les ayants droit qui vont dire OK, cette proposition nous convient et on est d'accord, ou non, on souhaite vraiment avoir une diffusion semaine après semaine. Donc voilà, effectivement, je pense peut-être que vous faites référence par exemple à la nouvelle saison de Bleach qui a été très fortement, ça a été assez mal reçu que la série ne soit pas proposée en simulcast et soit bloquée. Voilà, c'est un peu dommage. On sent que par exemple Disney a bien retenu la leçon et maintenant effectivement les animés qui signent pour le territoire français, ils les proposent en simulcast. Mais effectivement, les débuts ont été un petit peu compliqués. Voilà, là-dessus, ça va vraiment. Mais je suis d'accord que c'est un vrai sujet de savoir. Là, on est vraiment, je pense, entre deux visions de la chose, qui est d'un côté une vision très consumériste voilà, je vais regarder une série, un animé en une soirée, 2 soirées maximum, ou au contraire, effectivement, je souhaite, voilà, je le fais sur le temps. Je pense que ça va être un sujet de plus en plus prédominant. On parlait de l'exemple de Tokyo Revengers et je pense qu'il est assez parlant parce qu'effectivement, peut-être, on verra dans quelques temps les limites d'avoir fait ce choix. Est-ce que effectivement, ça ne va pas impacter la licence dans sa popularité? Ça va être à surveiller dans le temps, mais voilà, c'est assez délicat. Et je pense que chaque plateforme là-dessus va essayer de se positionner et en fonction aussi des habitudes. C'est vrai que c'est Netflix qui a amené le binge-watching. Au départ, ça n'existait pas. Et effectivement, le public s'y est massivement, y a massivement adhéré. Et aujourd'hui, on sent qu'on revient aussi effectivement davantage à une distribution plus sur le long cours. Aussi simplement pour des questions de production, c'est que c'est plus difficile. On le sait, la production d'animés au Japon se fait en flux tendu. Et c'est rare que des productions qui sont en capacité de proposer une saison entière en amont, quoi. Donc voilà. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de la censure et je voulais savoir si les ayants droit, ils approuvaient et ils étaient au courant de la censure. Alors, ça dépend de l'époque. Clairement, les censures faites à l'époque du Club d'eau,
le Japon, ils n'étaient pas au courant. Voilà. Et je pense qu'ils découvrent encore même aujourd'hui encore des choses qui ont été faites à l'époque. Voilà. Je pense que déjà, il faut bien comprendre que ça reste quelque chose de plus en plus restreint et qui a tendance à disparaître. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Quand ça arrive, je pense que de toute façon, le diffuseur l'aura à minima signalé au distributeur. Après, le distributeur voilà, fera ou pas remonter l'information au Japon, jugera que c'est pertinent ou pas, parce que le distributeur aussi, il va avoir un intérêt. C'est que si, par exemple, un diffuseur vous dit bah, je vous prends les droits de telle œuvre, mais il faut que j'aie le droit de pouvoir couper dedans s'il y a des choses que je trouve trop violentes, bah, peut-être que le diffuseur va y réfléchir à 2 fois et peut-être au final n'ira pas signer. Le distributeur aussi, lui, il va se ranger pour le coup du côté du diffuseur en disant bah, moi j'ai très envie de vendre mon programme, donc peut-être aussi qu'il va être en capacité de pousser auprès du Japon là-dessus en expliquant bah, voilà, que ça serait intéressant et pertinent d'autoriser cette censure. Je pense qu'ils sont, voilà, sur les cas récents, ils sont informés. Mais effectivement, voilà, c'est un des cas évoqués par Gaël. Pour moi, c'est un des derniers cas que je connaisse de censure dans l'animation. Voilà, ces dernières années, maintenant, c'est vrai que ça disparaît de plus en plus, quoi. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence, c'était super instructif. J'avais une question à propos de la relation entre les producteurs et donc les studios d'animation et les diffuseurs. Est-ce que les studios d'animation, enfin, est-ce qu'ils savent, et si oui, à quel moment ils savent quels seront leurs diffuseurs en bout de chaîne? Et s'ils le savent, est-ce que ça peut influencer, est-ce que ça peut avoir une influence sur la production de l'animé? Par exemple, s'ils savent à l'avance qu'ils vont être diffusés en bloc, en binge-watching, est-ce que ça peut changer un peu la façon dont ils vont gérer le rythme de leur animé, par exemple? Je ne pense pas. Je ne pense pas, tout simplement. Pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, très massivement, la production d'animation est avant tout pensée pour le public japonais et pour le territoire japonais. C'est l'exploitation à l'international, elle se développe, et tant mieux. Mais aujourd'hui, je pense que pour les studios d'animation, c'est encore un univers à part sur lequel ils n'ont pas de visibilité et dont ils se fichent un peu, pour être honnête, de savoir comment ça sera exploité. Ce qui compte avant tout, c'est comment va être exploité le programme au départ au Japon. Est-ce que ça va être sur une chaîne de télé? Est-ce que ça va être sur une plateforme? C'est ça qui va les intéresser. À l'international, pratiquement pas. Bonjour. Merci pour la conférence. C'est pas vraiment une question cette fois-ci, juste que je fais un métier un peu similaire au vôtre et je voulais apporter une précision, notamment concernant la question de la censure, parce que j'avais un exemple qui date maintenant de quelques années, mais qui reste assez récent. Pour précision, une des différentes fonctions que j'ai à la télévision, comme ces personnes, je fais de la vérification de programme, donc je regarde le programme avant sa diffusion. Et il se trouve qu'une fois, on m'a demandé de regarder un vieux dessin animé que je pense beaucoup de gens connaissent, qui sont les Mystérieuses Cités d'Or. Et lors d'un des épisodes, un des premiers, que je connaissais un petit peu, j'ai remarqué qu'il manquait un bout. Et en fait, on m'a expliqué tout simplement que oui, l'épisode avait été censuré volontairement, le Japon le savait, parce que l'une des personnes qui était en charge de l'animation sur TF1, en fait, était un psychologue, et il avait estimé que certaines scènes ne pouvaient plus passer de nos jours à la télévision. Entre autres, pour ceux qui se posent la question, c'est dans l'épisode 2, lorsqu'Esteban et ses amis sont en bateau pour aller vers le Nouveau Monde. Ils se font attaquer en pleine tempête, le bateau va chavirer, il y a des requins, et on voit un homme tomber à l'eau. Et globalement, se faire manger par les requins, on ne le voit pas vraiment, mais on voit des ailerons de requins et après on voit du sang. Bon, bah, cette scène a complètement sauté. On le voit juste le mec sauter à l'eau et il ne revient jamais. Voilà, donc on ne sait pas ce qui devient. Et ça, c'est un cas très précis qui m'avait un peu marqué. On m'avait dit non, mais c'est normal. Toute la série repasse sur TF1, mais va subir des petits cuts en fonction de ce que la personne qui donc était à la charge de la vérification estimait qu'un enfant ou pas ne devait voir à cette époque, et en plus en fonction de ce que l'Arcom donnait, comme vous l'avez montré sur le tableau. Voilà. Et deuxième précision aussi, on parlait de la qualité des images en HD, mais il faut savoir que si des fois vous voyez encore des dessins animés qu'on vous donne en HD mais qui ont une qualité pourrie, c'est parce que le Japon ou le distributeur français, ça dépend, en fait, n'a obtenu qu'un master SD, donc des anciennes versions,
et fait ce qu'on appelle un gonflage. Donc il va le faire un gonflage HD. Et donc des fois, ça m'est déjà arrivé de vérifier des épisodes de Naruto, qui n'est pas une série très vieille, on peut se dire dans le temps, pourtant elle a déjà presque 20 ans. Et il y a des épisodes qui sont dégueulasses. Et donc les voir en HD fait qu'il y a des problèmes en fait de... Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais disons que l'image a perdu en qualité par rapport... En fait, plus nos écrans sont devenus définis, et plus les vieilles émissions ont perdu en qualité. Et donc, c'est aussi un truc que je pensais peut-être pouvait être intéressant à préciser, c'est que des fois, malgré que ça soit de la HD, malgré que les diffuseurs essayent d'avoir le meilleur matériel possible, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas à imputer aux diffuseurs, donc que ce soit la chaîne ou la plateforme. Tout à fait. Là-dessus, par exemple, j'ai un bel exemple là-dessus, c'est... Manga a rediffusé Ranma 1,5 depuis le mois de septembre dans une version HD. C'est la première fois que la série était proposée en HD en France. Il faut bien comprendre que les négociations avec le Japon sur cette version étaient très compliquées. Et quand je vous dis que très compliquées, je pense que les négociations ont dû commencer en 2017, je pense. Donc ça a été 5 années d'échanges parce qu'en fait, au départ, le Japon ne souhaitait pas partager cette version HD à l'international. De peur du piratage, de peur de voilà. Donc, ce qu'ils voulaient nous envoyer au départ, c'était une sous-version HD, un peu moins belle quand même, un peu plus belle que la SD, mais quand même pas tout à fait la même version qu'ils avaient au Japon. Et donc, ça a amené des complications, mais voilà, le manga a tenu bon et a exigé obtenir la meilleure version HD possible. Et donc, enfin, le Japon a fini par céder à envoyer ses masters, mais ça a été effectivement plusieurs années de négociations. Et moi, j'ai l'exemple inverse. J'étais sur la chaîne France 4, donc la 14, de 2015 jusqu'à novembre 2016, donc jusqu'à ce que la semaine soit diffusée. Donc France 4, à cette époque où j'étais embauché, ne diffusait que en cassettes Betanum. Ce ne sont pas des cassettes VHS, ce sont des cassettes Betanum. Il n'y a que des 0 et des 1 sur une bande numérique, en fait. Donc là, c'est Psycho Pass, épisode 1, que j'ai réussi à récupérer. Donc, est-ce que je peux montrer ça ? Voilà, ça ressemblait à ça, France 4, en 2014, 2015 et 2016. J'ai utilisé tout ce vieux matériel, donc un LSM 500, une machine qui prend la cassette, la met dans un lecteur et le lit en direct à la télévision. Et donc France 4 était upgradé en HD par un encodeur qui encodait automatiquement de 2014 à 2016, même depuis le début de la chaîne, jusqu'à novembre 2016. Voilà, donc c'était sur ce matériel que j'ai travaillé. Je rembobinais des cassettes, je chargeais les cassettes, environ 300 par jour. Voilà, il y avait tout ça. Et puis ensuite, en novembre, elle est devenue comme ça. Voilà, en novembre 2016, elle est devenue comme ça, mais voilà, mon contrat s'était terminé et au revoir. Puis je suis revenu en 2019 après, pour utiliser ça. Jusqu'à la fermeture, elle était considérée comme fermée en août 2020. Donc je suis arrivé de 2019 jusqu'à 2020, donc un CDD. Ils m'avaient rappelé, ils m'ont dit « Tu as fermé la régie SD, tu reviens pour la fermeture, la régie que tu as ouverte. » Et voilà. Mais bon, grâce au Covid, elle a été sauvée, la 14. Il y a eu des cours qui ont été diffusés sur la 14 pendant le confinement, parce que les élèves n'avaient pas forcément accès à Internet pour recevoir des cours. Donc le matin, en 2020, de toute la matinée, il y avait des cours de maths, d'histoire géo, de français. Donc c'est ça qui a sauvé la chaîne, mais mon contrat s'est terminé en août 2020. Je n'ai pas pu continuer sur France 4. Bonjour, je suis là. Oui, pardon. Alors, en fait, je voulais savoir par rapport à une VF qui était chez Kazé à l'époque, et maintenant qui n'y est plus, vu que l'animé n'est même plus sur Crunchyroll. Enfin, aux États-Unis ici, mais plus en France. Je ne sais pas si vous connaissez Desparade. Oui. Et je voulais savoir par hasard si vous savez d'où elle existe, la VF, et pourquoi il n'y a pas la VF au préquel. Je ne sais pas. Voilà, là-dessus, je n'ai pas aucun élément sur cette série. Je suis désolé. Quoi ? Et en fait, je voulais savoir par rapport même à ça, pourquoi il y a certaines VF qui existent alors qu'on ne sait pas vraiment d'où vient la popularité de l'animé ou comme ça, et pourquoi elle est venue en France et tout ça. Ça va être vraiment des choix éditoriaux et voilà, ça peut être, c'est pas forcément uniquement une question de popularité, ça va être aussi effectivement une question ça peut être des engagements qui ont été pris par un diffuseur auprès de certains comités de production, voilà, on va vraiment pousser telle ou telle licence, on s'engage à faire une VF,
même si elle n'est pas forcément très attractive, ça peut être ce genre de considération qui rentre en ligne de compte. Bah, merci beaucoup. Et en tout cas, la conférence était super. Merci. Et franchement, Desperate, il faut le regarder. Je l'ai vu, j'ai le coffret à la maison. Moi aussi, je l'ai récupéré il n'y a même pas longtemps. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci pour la conférence. C'était très sympathique. J'ai beaucoup appris. Moi, j'avais une question par rapport aux droits, entre guillemets, qui se perdent. Notamment, je vais citer un exemple, par exemple, sur la licence Full Metal Alchemist. Oula. Donc, du coup, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes sur le milieu, notamment avec le patron de Kurokawa, qui m'a dit que souvent, il y avait, par exemple, des réclamations, des plaintes, alors que ce n'est pas lui qui s'en occupe, par rapport à la licence. Ah, pas de souci. Et donc, du coup, lui, il m'indiquait que les droits étaient perdus parce que les Japonais n'avaient pas fait le travail et ils étaient non professionnels. Est-ce que, justement, vous, qui avez travaillé, par exemple, sur manga ou sur J1, potentiellement, il y aurait des pertes de licences parce que les Japonais, justement, se seraient plus focus sur eux-mêmes et, du coup, l'exportation à l'international, elle serait inexistante et voire très peu considérée. Les Japonais sont très centrés sur eux-mêmes lors de que ce soit sur les animés ou que ce soit sur les mangas. Et donc, du coup, en fait, le marché français, il est oublié. Et souvent, sur les réseaux, on voit beaucoup le deuxième consommateur de manga dans toute la planète. Mais pourtant, une licence comme Full Metal Alchemist, Brotherhood et Normal n'existe pas. J'ai d'autres exemples en tête, mais je les garde pour moi. Ah. Alors déjà, il faut bien différencier manga et animé. Hein. Déjà, ça va pas être voilà. Moi, le côté manga, c'est pas du tout mon métier, donc je vais pas du tout en parler parce que je ne sais pas. Pour tout ce qui est animé, quand même, Full Metal Alchemist a été largement diffusé et proposé à l'international, et effectivement, une licence majeure. Et je suis le premier à trouver triste qu'aujourd'hui elle ne soit pas plus visible. Là, il y a vraiment je n'ai pas les détails exacts sur pourquoi cette licence aujourd'hui n'est plus accessible, mais je sais qu'en tous les cas, beaucoup de diffuseurs en France souhaiteraient la récupérer. Donc beaucoup de gens l'ont réclamé au Japon. Ça bloque. Je n'ai pas le détail de pourquoi ça bloque, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'effectivement, en tous les cas, c'est sûr qu'elle mériterait d'être proposée à nouveau. Mais du coup, quand ça bloque, c'est pour quelle raison ? Sincèrement, ça peut être tellement mille paramètres. Voilà. Et souvent, en plus, ça se joue vraiment au Japon. Nous, on n'y a même pas accès. On n'a même pas les raisons. Hein. C'est juste que les demandes qui sont opérées par les diffuseurs en France n'auront pas on leur donnera pas suite, mais on va pas savoir ce qui aura bloqué. Je peux prendre un autre exemple pour les plus anciens. Vous vous souvenez forcément de Ulysse 31. Vous prenez Ulysse 31 aujourd'hui, c'est pareil, c'est une licence qui est invisible. Vous ne pouvez plus voir la série nulle part, alors qu'elle est culte pour toute une génération. C'est pareil, c'est des questions de droit, c'est des questions qui dépassent complètement les diffuseurs de pourquoi cette série n'est plus proposée, n'est plus accessible. Mais c'est triste. Ça peut être aussi comme on disait, les comités de production sont composés de différentes entités. Ça peut être des brouilles entre certaines de ces entités, et du coup, ça va amener un blocage de la licence parce qu'ils ne s'entendent plus. Ça peut être ce genre de choses. Bonjour. J'avais une question. Est-ce que les comités de production sont nécessairement exclusivement japonais, ou est-ce qu'il peut y arriver qu'il y ait des acteurs européens ou américains qui composent ces comités ? En l'occurrence, est-ce que, par exemple, les animés badgés Netflix Original sur la plateforme du même nom sont des animés dont ils sont coproducteurs, ou est-ce que c'est juste un rapport à l'exclusivité ? Alors, Netflix Original, c'est un peu un cas à part parce que il est déjà arrivé par le passé qu'une production lancée sans Netflix, récupérée au vol par Netflix, Netflix vient y apposer son Netflix Originals alors qu'au départ, ils n'étaient pas forcément impliqués dans la création de l'œuvre. Mais en tous les cas, effectivement, Netflix a un gros département japonais et est très présent au Japon. Donc, oui, sur les séries qu'ils vont proposer sur leur service à l'international, clairement, Netflix va être impliqué dans le comité de production.
Ça, c'est évident. Merci. Du coup, déjà, merci pour la conférence. C'était très intéressant. J'avais une question par rapport justement au simulcast, donc qui se développe depuis une quinzaine d'années. Justement, est-ce que le fait que les animés soient diffusés en simulcast, vous parliez donc des délais qui peuvent être très longs et très complexes pour les négociations, est-ce que justement ça rajoute pas une contrainte supplémentaire pour négocier la diffusion des séries? Le fait d'avoir justement à diffuser en simulcast à J+1, voire le jour même? De mon point de vue, ça peut être plutôt un avantage parce que, compte tenu de... En fait, aujourd'hui, le Japon a vraiment pris conscience que, de toute façon, ce qui n'était pas proposé en simulcast allait être le plus souvent du temps piraté et que c'était dans leur intérêt de trouver un accord avec un diffuseur, des diffuseurs à l'international pour limiter la propagation de ce piratage. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que entre la diffusion en simulcast d'une série et ça, on va dire, le moment où elle va rentrer dans un cycle plus classique avec un distributeur qui va se positionner, etc., là, il peut y avoir un délai très important. Je prends l'exemple très clair, par exemple, de l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans proposée en simulcast depuis le début. Par contre, la VF de l'Attaque des Titans, très longue à produire. C'est souvent plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'avoir la VF qui arrive, parce que, effectivement... alors bon, il y a une question aussi que le Japon aime bien retravailler ses versions entre la première diffusion et faire une version, on va dire, définitive, mais ce n'est pas la seule explication. Et donc, souvent, ça peut aussi être un sujet aussi à ce niveau-là. Bonjour, merci pour cette conférence super intéressante. Juste une question par rapport aux droits de diffusion. Vous parliez notamment de la replay. Est-ce que c'est compris dans les négociations avec les chaînes de télé quand elles achètent une licence, voilà, la replay, combien de temps, la durée, etc. Et si j'ai le droit à une deuxième question, est-ce qu'au niveau des visuels, je sais pas, il y a un pack qui est proposé quand les diffuseurs ou ceux qui achètent la série achètent, est-ce qu'ils ont un pack de visuels qui sont inclus avec, ou est-ce qu'il faut qu'ils les négocient cas par cas? Merci. Alors, sur le replay, aujourd'hui, les chaînes, effectivement, le demandent. Le demandent de base, évidemment, c'est dans leur intérêt. Là aussi, ça va être effectivement dans la négociation. La durée de disponibilité en replay va varier. Ça peut être 7 jours, ça peut être 21 jours, ça peut être 30 jours, c'est très variable. Ça peut être aussi un nombre d'épisodes proposés en simultané en replay qu'il ne faudra pas dépasser. Donc, en fonction de la diffusion linéaire, les épisodes vont rester plus ou moins longtemps. Et effectivement, ça fait partie de la négo. Et souvent, parfois, quand on est presque prêt à aboutir à un accord avec le distributeur et les ayants droit, mais que, par exemple, les droits replay, ça bloque, il peut arriver que le diffuseur décide de lâcher les droits replay, de dire tant pis, j'aurai pas le replay, mais au moins je pourrais quand même proposer la série et communiquer dessus en disant c'est moi qui diffuse cette série. Pour la deuxième question sur le pack de visuels, effectivement, de plus en plus souvent, les visuels sont proposés. Il y a un pack de visuels qui est envoyé dès lors que le deal s'est fait et que c'est signé. Il va y avoir un certain nombre de visuels exploitables qui vont être mis à disposition des diffuseurs. Donc souvent, c'est plutôt des posters ou des images fixes, c'est ce qu'on appelle les key visuals. Donc souvent, c'est ces affiches un peu officielles. Mais effectivement, l'intérêt pour les diffuseurs là-dessus, c'est que ces affiches sont pré-approuvées, donc ils vont pouvoir les utiliser librement. Enfin, quand je dis librement, attention, ils peuvent la réutiliser, mais la réutiliser dans son intégralité. S'ils souhaitent par exemple la couper, s'ils doivent la recadrer, là tout de suite, ils pourront plus le faire librement. Il faudra de nouveau qu'ils en obtiennent l'autorisation auprès du Japon. Mais effectivement, souvent, ils obtiennent ces packs de visuels. Alors attention, les packs de visuels, c'est très variable. Souvent, ça peut être 2 visuels pour toute une série. Donc, ça peut être aussi un peu limité. Très bien, encore 5 minutes pour poser des questions, s'il y en a qui en ont. Hop. Donc pour revenir sur le cas de Tokyo Revengers, splitté entre 2 plateformes, est-ce que justement ça va pas favoriser le piratage, ce type de pratique? Et justement le piratage, oui, parce que tout le monde n'a pas des abonnements forcément à 15 plateformes, donc quand on commence une série, forcément on a envie de voir la suite, donc on va la pirater. Donc voilà, est-ce que ça risque pas de favoriser le piratage? Et est-ce que justement les plateformes n'ont pas réussi ces dernières années à le faire reculer?
Si, clairement. Enfin, mais c'est à la même. C'est ce qu'on a vu aussi dans la musique. Hein. Voilà. Pour les plus anciens, vous vous souvenez tous d'avoir téléchargé des MP3. Avec l'arrivée de Deezer et Netflix et Spotify, évidemment, aujourd'hui, c'est clairement un usage qui s'est complètement perdu parce que c'est tellement devenu pratique de trouver facilement un artiste ou un morceau sur ces plateformes qu'on n'a pas allé s'embêter à aller rechercher le MP3 pourri ou mal encodé à côté. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est une politique assez récente. Voilà, on la découvre au fur et à mesure. À voir, effectivement, c'est un vrai risque de voir émerger plus de piratage sur ces sujets. Et a fortiori, on est dans un contexte d'inflation assez important. Donc évidemment, les gens ne vont pas aller effectivement s'abonner à une plateforme supplémentaire juste pour voir la suite d'une série. Donc effectivement, c'est un risque non négligeable. Voilà, on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour s'en rendre compte. On verra peut-être d'ici quelques mois, quelques années, si déjà c'est une pratique qui se développe vraiment, ou est-ce que ça reste un cas isolé. Et ça va être vraiment intéressant à suivre de comment va évoluer le marché sur ce sujet-là. Bonjour, merci beaucoup pour la conférence. Moi, je rebondis sur Tokyo Revengers. Il y a eu ici un cas de censure sur la série, notamment les croix gammées, en fait, enfin les satiskas qui sont sur les costumes des personnages ont été masqués sur la version Crunchyroll et la version Disney+ de la série. Je voulais savoir à quel moment de la production se fait cette censure. Est-ce que c'est vraiment quelque chose fourni dans les masters ou est-ce que c'est quelque chose au niveau de la diffusion qui a été décidé parce que potentiellement ça pouvait heurter la sensibilité de je ne sais qui, ou pourquoi il n'y avait pas une possibilité de faire comme dans le manga par exemple, de mettre un disclaimer au début des tomes pour prévenir les personnes qui regardent l'épisode de ce sigle qui est présent. Voilà. Ça, c'est vraiment un choix du Japon. C'est un choix du Japon. Le Japon a décidé sur son territoire de l'exploiter en non censuré, donc la version montrant. Et pour toute l'exploitation internationale de Tokyo Revengers, c'est systématiquement les versions censurées qui sont envoyées partout dans le monde. Parce que pour éviter les incompréhensions ou éviter ce genre de sujet qui pourrait, en fait, finalement, effectivement pourrait être interprété évidemment comme des croix gammées, mais surtout pour un public non spécialiste ou en tous les cas pas sensibilisé à ces questions. Peut-être, on peut imaginer, je reprenais l'exemple du gamin qui regarde sous l'œil un petit peu distant des parents. On imagine le père ou la mère qui d'un seul coup jette un œil à ce qu'il est en train de regarder son enfant et d'un seul coup voit ça. Pourrait quand même se poser beaucoup de questions et sans avoir forcément vu le disclaimer au début. Et c'est pareil. À qui s'adresse ce disclaimer? Est-ce que on s'adresse à un public qui n'est pas forcément, si c'est un public jeune qui n'aura pas forcément le recul nécessaire pour le comprendre? Donc je pense que le Japon a voulu jouer la sécurité avant tout pour éviter tout bad buzz sur cette licence et dire on supprime toute cette évocation pour éviter les incompréhensions. Eh bien, je pense qu'on a le temps pour une dernière question, peut-être éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut. C'est bon? Non? Ah, ok. La dernière question. Oh. Et pour finir, j'espère qu'elle sera pas trop longue comme question. On a parlé du cas de la France. Est-ce que vous savez comment ça se passe en Europe, ou par exemple sur les diffusions anglophones? Est-ce qu'il y a des différences ou c'est trop long comme question? Je ne sais pas. Alors pour moi, après, comme je disais, ça va être vraiment d'autres distributeurs qui vont travailler sur ces territoires. Nous, pour la France, souvent, on va travailler avec des diffuseurs, on va travailler avec ce qu'on appelle l'Europe francophone. Donc c'est France, Benelux, plus Suisse francophone. Et tous les petits territoires apparentés, c'est-à-dire Monaco, Andorre et tout ce que vous voulez, enfin ce genre de choses. Mais après, ça ne va pas être les mêmes distributeurs qui vont travailler sur ces autres territoires parce qu'effectivement, ça va être un autre bassin de population, d'autres habitudes de consommation aussi. Et c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte dans le choix des distributeurs, de savoir où pas se positionner. On sait tous qu'on a, selon les pays, on n'a pas la même histoire et le même rapport à l'animation. Donc c'est aussi important d'intégrer ces spécificités locales par pays, quoi.
Eh bien, merci pour cette conférence, messieurs.